Bonsoir, heureux de vous retrouver sur cette autre édition de l'interview de la semaine sur Diaf TV. L'actualité camerounaise n'avait pas le meilleur ambassadeur pour la décrypter et la commenter comme l'invité de l'interview de la semaine sur votre média. Parti depuis le Canada il y a quelques jours, il a accepté de venir sur votre plateau pour commenter avec nous les derniers événements récents qui ont fait la une des journaux. Jean-Marc Sobor, il s'agit de lui, est bien notre invité ce soir. Jean-Marc Sobor, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur Diaf TV. Bonjour et c'est toujours un plaisir de passer à Diaf TV et bonjour à tous les téléspectateurs de Diaf TV. On sait que vous êtes très pris ces derniers temps. Vos derniers séjours parisiens ne nous ont pas permis d'avoir ce moment. Merci encore une fois. Mais vous me prenez pour le nombril du pape. Vous n'allez pas me faire croire que je suis plus important que je le suis. Mais si, attendez, vous êtes quand même un animateur important de la scène politique et même sociale camerounaise et africaine en général. Donc vous êtes effectivement pour Diaf TV et même pour les médias en général quelqu'un d'important. Oui, je suis également l'un des plus insultés, vous savez très bien. Dans les réseaux sociaux, j'ai écopé de toutes sortes de noms d'oiseaux. De toutes sortes de noms d'oiseaux là-bas. Mais de toute façon, on a pu constater que malgré ces insultes, vous avez gardé toujours la dragée haute. Vous restez toujours au-dessus de ces personnes incognito comme ça qui ont fait usage de l'insulte comme autre façon de s'exprimer sur des questions parfois de tous les jours. Oui, tout à fait. On essaie de... On est là pour expliquer un certain nombre de choses. On n'est pas des devins. On n'a pas la science infuse, mais on apporte des informations pour que ça ait un rôle pédagogique. On apporte un certain nombre d'informations que les gens n'ont pas souvent, mais vous comprenez qu'on est dans un contexte où on a l'impression que personne ne veut rien entendre. C'est comme si les gens se disaient, ben, on ne veut rien savoir. Alors, voilà. Donc. De toute façon, je ne vais pas vous poser la question. Votre ton et tout ce qu'on a entendu jusqu'ici me laisse supposer que Jean-Marc Sobor va très bien. Va très bien, c'est ça que vous dites? Oui. Va très bien, dans quel sens? Bon, mais je veux dire... Qu'aujourd'hui, Jean-Marc Sobor, que nous avons devant nous, il va bien, c'est-à-dire qu'il ne traîne pas avec lui tous ces boulets dont il parlait à l'instant, des insultes sur les réseaux sociaux. Oui, ben, bien sûr que ça nous laisse, et c'est pas moi seul, tous les gens qui, comme moi, apportent la vérité, ça nous laisse à 37. J'allais dire que ça nous laisse à 37, tant qu'on est convaincu que ce que nous disons, c'est la vérité, eh bien, nous pensons que on va essayer de rester insensible aux insultes et puis aux tirs de gens qui disent, dont le message final, c'est qu'on ne veut rien savoir. Merci pour cette précision. On veut que ça continue comme ça a toujours été depuis 36 ans en ce qui concerne le Cameroun. Clarification est donc faite. Alors, est-ce qu'il serait indiscret de vous demander quel est l'objet de votre présence européenne? Mais l'objet de mes présences en Europe aujourd'hui. En Europe? Oui. Ben écoutez, c'est des opportunités, c'est professionnel. Je veux dire que je suis ce qu'on appelle au Canada travailleur autonome. Et puis travailleur autonome, je cherche des choses et quand on commence, on n'a pas ce qu'on veut, mais on cherche le moyen de réaliser ses projets, de réaliser ce qu'on a en tête, ce qu'on veut faire. Et puis, du coup, on va partout pour chercher des gens qui vont vous aider. Et parfois on trouve des gens, parfois on ne trouve personne. Alors, vous comprendre que c'est une activité permanente chez vous. Oui, c'est une activité permanente. Et voilà. Et puis, on dit au Canada, c'est le fun. C'est beaucoup de fun. Et puis, on le fait avec beaucoup de tranquillité d'esprit. Et puis, on y trouve du plaisir. Donc, du coup, quand ça marche ou quand ça ne marche pas, on a le fun. Je dis on a le fun, c'est dans le langage nord-américain. C'est-à-dire que on y trouve du plaisir et du bonheur. Voilà.
Alors Jean-Marc, vous parlez du Canada. Nous rappelions à l'entame de cette émission que vous étiez l'ambassadeur idoine pour parler de l'actualité camerounaise. C'est simplement parce que vous avez été pendant longtemps dans la presse écrite camerounaise. Vous avez officié au moment où vous quittez le Cameroun il y a quelques années. Vous officiez comme rédacteur en chef du quotidien La Nouvelle Expression, si mes souvenirs sont bons. Ouais, mais quand je suis parti du Cameroun en 2009, à 2010, janvier 2010, je n'étais plus rédacteur en chef de La Nouvelle Expression. Donc, j'étais plus rédacteur en chef de La Nouvelle Expression. J'ai quitté La Nouvelle Expression en 2005. Ouais, j'ai quitté La Nouvelle Expression en 2005. J'y suis resté. Je suis arrivé à La Nouvelle Expression en 1991. D'accord. En 91, août 91, et j'en suis parti en 2005. Mais il y a eu un petit intermède, parce qu'après ça, il y a eu 2 ans où je suis allé au Messager, et puis on avait une expérience où on avait créé un journal avec des gars comme David Nou, Alex Azebazé, Gilbert Chomba, Bounia Lotine. Donc il y a eu un petit intermède, et puis moi je me suis retrouvé au Messager, le Pius Ndiaoué à l'époque, comme chef de rubrique politique, puis je suis revenu à La Nouvelle Expression, j'y suis resté jusqu'en 2005, et après 2005, je suis devenu un journaliste indépendant, c'est-à-dire que je travaillais pour des médias qui étaient ici à Paris, des médias, des magazines et d'autres médias qui étaient basés à Paris et d'autres qui étaient au Cameroun. Donc voilà, c'était... D'accord. Pour que les spectateurs qui nous suivent ne se perdent pas, parce qu'effectivement, ils ont bien envie de comprendre. Jean-Marc Sobot au Canada, avant ça, il était au Cameroun. Alors, nous avons reçu il y a quelques années de cela, environ 8 ans, une sortie de vous qui avait été adressée à l'époque aux médias AED, des anciens étudiants de l'Université de Douala, dans laquelle vous expliquez comment vous êtes parti du Cameroun. Est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs qui nous suivent et les spectateurs qui nous suivent, revenir un peu sur cette situation que vous décriviez un peu comme kafkaïenne, qui aura poussé Jean-Marc Sobot à sortir du Cameroun? On se rappelle que vous refusez de déférer à la convocation du tribunal et que vous faites téléphone mort et même simplement vous êtes constamment en déplacement, vous ne dormez pas tout le temps chez vous. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette affaire? Vous parliez à l'époque d'un débat sur STV qui va finalement se transformer en une affaire kafkaïenne pour vous, selon vous. Oui, écoutez, vous me ramenez sur une histoire dont je ne connais plus tous les détails. Donc, oui, en fait, il y avait un débat autour de la Camer. De toutes les manières, il faut le dire clairement, le pouvoir de M. Paul Biya avait décidé d'arrêter M. Yves-Michel Fotso. Ça, il faut le dire clairement, comme ça, avait décidé d'arrêter et cherchait le moyen de l'arrêter, pour des raisons que, à mon avis, je pense politiques, parce que, je ne vais pas entrer dans ce genre de détails, avait décidé de l'arrêter. Et puis, s'est donc mis à faire défiler un certain nombre d'affaires, l'affaire Bombardier par rapport à la Camer, l'affaire de l'achat de The Albatros. C'était ce fameux Boeing 747 qui avait été acheté à l'époque. Et donc, on pensait que c'est Yves-Michel Fotso qui l'avait acheté, mais ce n'était pas vrai. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas l'arrêter avec ça. C'était plutôt d'autres personnes qui avaient acheté cet avion bizarre qui venait de Air Madagascar et qui était dans le cimetière des avions dans un état à Cyril, dans l'Arizona. Je n'étais pas à Cyril, mais c'était dans l'Arizona. C'est dans un cimetière d'avions. Donc, on a essayé on a vendu ça à M. Paul Biya, qui a fait le voyage de sa vie, le voyage le plus terrible de sa vie, entre Yaoundé et Orly. Donc, c'est un avion. On a essayé de l'arrêter avec ça. On a essayé de l'arrêter avec plein de trucs. Bon, ça fonctionnait pas. On a fini par l'arrêter par une histoire de transaction
une histoire une transaction, et puis dans une petite affaire comme ça, on a fini par... Mais l'objectif, en fait, c'était comme, on t'arrête et puis on va chercher ce qui va faire qu'on te mette en prison avec ça. Et puis nous, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un débat. À un moment donné, à force donc de montrer que le montage de ceux qui voulaient arrêter Yves Michel était loufoque, à force de les démontrer, nous on a eu un certain nombre de documents. Des documents qui montraient que bon, ce montage, c'était d'abord faux, qu'il voulait que c'est lui qui avait acheté le Albatros, là, le Boeing 747. Alors, on a essayé de démontrer, et il y a eu donc un débat à STV. On nous a invités comme d'habitude à STV pour en parler. Et puis, d'un côté, il y avait les gens qui ont été envoyés pour défendre la thèse du gouvernement, comme ça fonctionne toujours. Et puis nous, on était comme les gens qui vont venir, faire le contrepoids, voilà. Donc, ce qui s'est passé après ça, c'est qu'à la sortie, pendant qu'on débattait, et quand on a fini de débattre de cette question de Albatros, cet avion présidentiel, et quand on a fini de débattre, on nous a dit « Oh, ben la police vous attend en bas. » Ben, écoutez, la police vous attend en bas. Bon, de toutes les manières, nous, on n'est pas très surpris. Moi, je ne suis pas surpris quand on dit « Bon, la police va vous arrêter. Hein. » Donc, quand vous avez parlé, là, faites attention parce que la police va... Pendant l'émission, on le dit pendant l'émission. Oui, oui. Donc, pendant l'émission, on dit ben, il faut faire attention parce que la police est très fâchée parce que quand vous parlez de ça, il faut bien parler. Et... Ça veut dire quoi, bien parler? Ouais. Hein? Ça veut dire quoi, bien parler? Ça veut dire qu'aller plutôt dans le sens des thèses gouvernementales. Oui, ça c'est comme ça qu'on parle au Cameroun, on dit. Donc il faut faire attention. Et puis quand les gens sont descendus, des gens ont été interpellés. Je me souviens, Anani Rabié Binzi a été interpellé tout de suite dans la nuit. Mais au milieu de la nuit, hein, on l'a amené tout de suite à la police. Et puis d'autres gens sont allés à la police. Et puis nous, on est plus malins, quoi. Plus malins, on n'est pas sortis. On n'est pas sorti. De l'émission. Oui, on n'est pas sorti de l'émission. Et puis on est sorti par des portes détournées. On est rentré chez nous vers 24 heures. On est rentré vers 24 heures. Et ce qui s'est passé dans la suite, c'est que on s'est mis à convoquer des gars, un à un, je comptais 6, 5 ou 6, qui étaient passés à l'émission. On les a convoqués un à un. Anané Rabé Benzi, Alex Gustave Bézé, et Thierry Ngongan, je crois que c'est lui qui faisait l'émission. Donc on les a convoqués un à un. Et puis, on a dit, ben, ouais, nous, c'est toi qu'on attend là-bas. On dit, bon, nous, on est passé, on attend, on t'attend là-bas, il faut que tu partes. Bon, on dit, il faut que tu partes absolument parce que le commissaire a dit que voilà, et que lui, c'est toi qu'on attend, c'est urgent, il faut passer absolument. Et puis, ils se sont mis à m'appeler. Oui, bonjour monsieur, vous êtes attendu à la police. Moi, j'ai décidé, je ne pars pas, point. Je dis, je ne pars pas à ces trucs-là. Parce que en 2001, on m'avait convoqué comme ça, octobre 2001, pour un message du secrétaire d'État à la Défense, et puis moi j'ai fait un article qui annonçait que les régions anglophones allaient prendre feu à l'occasion du 1er octobre, qui est la fête, cette fameuse fête oui. Qui a explosé vers la fin, ce qui fait la guerre aujourd'hui. Donc eux, c'était un fonds de commerce pour le régime et pour des ministres qui disaient « Ah, ben ça va chauffer là-bas dans la région anglophone. » Et puis, nous, on est tombé sur le message, on a dit, mais c'est faux, c'est pas vrai. Et puis, c'était une manière de prendre l'argent. On dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai cette affaire. Et puis, moi, on m'a dit, non, ok, on va te mettre en prison pour ça. On dit, on va te mettre en prison, pourquoi? Parce que tu t'occupes trop des affaires de l'armée. En quoi ça te concerne? On dit, on va te mettre en prison. Donc, on a encerclé la nouvelle expression pendant environ une semaine. Ils ont encerclé. Le jour où ils sont arrivés, moi, je suis sorti par une porte détournée, c'est-à-dire dans la douche, et puis je suis sorti dans la maison d'à côté. Et je suis resté comme ça une semaine, jusqu'au jour où on a dit non. En fait, ce n'est pas un problème. Tu vas seulement là-bas, et puis ça va se régler en 60 minutes maximum. On va te libérer. L'affaire était pilotée par le colonel Ndam Mama. L'affaire était pilotée par le colonel Ndam Mama, qui
lui était toujours au téléphone. On a dit que c'est à la fin qu'on a su qui était derrière. Et on est allé là-bas, on m'a sorti un monsieur, on a dit, ce monsieur, c'est lui qui vous a donné... Lui, il était en prison déjà, il était en détention, un maréchal de logis, le pauvre. Il était en détention et on a dit, c'est lui qui a décrypté le message. Et c'est lui qui vous a donné le message, le pauvre. C'est même pas lui qui nous a donné le message, mais lui, il était déjà en détention. Donc, et on a dit, vous deux là, c'est vous qui connaissez cette affaire. Et puis, c'est toi qui vas nous... Et qui parle comme ça? Hein? C'est le qui parle? Le colonel Ndamama. Il dit, c'est vous deux là, c'est vous. Dites comment vous êtes retrouvés. Sur la base de rien, il vous dit c'est vous deux là. Oui, j'avais jamais vu ce mec. J'avais jamais vu ce monsieur, le pauvre, et qui a fini en prison militaire. Il faut trouver un commissaire, c'est bien ça. Les pratiques aussi, c'est ça. Il dit, dites-nous où vous connaissez. Mais je ne connais même pas ce monsieur. Et alors, ils ont fait le même truc, ils ont l'habitude de faire. Des avocats sont venus nous accompagner en se disant, ben, nous, on va régler cette affaire, on va voir ça. On va voir ce qu'on va voir. Les avocats, et puis, ils étaient très calmes. Et à un moment donné, ils ont dit, bon, on va maintenant parler ça va être un peu plus confidentiel. Donc, un petit moment, attendez à la salle d'attente. Donc, les avocats sont sortis parce qu'ils pensaient que c'était vrai, parce qu'ils pensaient que c'était sincère. Et ils n'ont plus jamais fait entrer un seul avocat. Ils m'ont gardé là-bas. Ils vous ont fait asseoir dans une salle infecte, vous dites, sans matelas? Non, mais moi, j'étais dans le bureau du colonel Ndamama. En 2001, là vous parlez de 2001. Ouais. Oui. Donc j'étais dans le bureau du colonel Ndamama et à ce moment, il dit, c'était le matin, on est arrivé le matin autour de 8h, 9h et à 21h30, à 21h, j'étais déjà en cellule. Donc j'étais en cellule longtemps j'étais dans une cellule, j'étais enfermé. Donc, et puis, j'ai dit, ça, on ne va plus jamais me convoquer et j'irai. Je ne vais plus jamais. Parce que ces gars-là, ils mentent comme des arracheurs de dents. Ils disent, non, ce n'est pas un problème. Non, on ne peut pas arrêter un journaliste. Hein. Et puis, ben, ils s'en foutent là. Ils se disent, on va l'arrêter. Et c'est grâce à la mobilisation internationale, RFI et tout un tas de trucs là, qu'on m'a laissé partir à la fin. Et ça a été comme ça. À cette époque, ça a été comme ça. Moi, j'ai fait plus de 3 heures d'audition au secrétariat d'État à la Défense, oui, dans une affaire de ce monsieur de Ngiamba Loutiri avec Camtel, dont j'ai fait plus. Et donc, ça fait que, avec tout ça, je me suis dit, comme cette affaire-là, on ne m'aura plus jamais. Donc, je dis, si ces gars, s'ils veulent m'arrêter, j'ai mon domicile qui viennent m'arrêter à la maison. Et tout le monde voit. Mais je ne vais plus aller là-bas. Donc, voilà un peu. Donc, je ne suis pas parti au Canada parce que, à cause de ce truc-là, à cause de cette affaire, je suis allé parce que c'était déjà trop. J'étais fatigué. Oui. Ouais, j'étais fatigué de cette manière de ce système. Qu'à chaque fois, on va te convoquer. À chaque fois, tu vas fermer ton téléphone, tu vas disparaître. À chaque fois, nous, on a eu des situations où on publie un journal et puis on va se cacher. On quitte la ville, on va se cacher avec Séverin Tchouke. Donc, on va se cacher qu'une semaine. Donc, on a des... J'étais comme un gars qui... Pourtant, la loi de 1990 garantissait que désormais, des gens pouvaient librement exercer leur métier. Après qu'on ait revu la loi de 1962, qui, elle, était beaucoup plus répressive. Ouais, tu parles, mais ça, c'est la loi. Et quelqu'un me rappelait encore il y a 2 jours que le Cameroun a la particularité d'avoir les meilleures lois. Et les lois existent, il y a des textes, il y a des détails, tout un tas de trucs, mais on s'en fout. C'est la politique de M. Paul Biya qui dirige le Cameroun. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas tout l'arsenal juridique, l'arsenal réglementaire. On n'en a rien à foutre. Tout l'arsenal est mis à la disposition de M. Paul Biya pour qu'il conserve le pouvoir. Point. Donc, c'est ça qui est la philosophie qui fonctionne au Cameroun. On va y arriver. Ouais, merci. Voilà. Alors, mais Jean-Marc, on a bien compris donc le contexte dans lequel vous vous retrouvez en 2010. Et puis, on a aussi compris que, ayant été déjà un peu abusé par les services de sécurité judiciaire du Cameroun, vous allez donc refuser de déférer à la convocation qui vous est adressée. Oui. Mais
il y a un truc qui n'est toujours pas assez clair. Alors que vous n'êtes plus du tout visible dans l'organe de presse où vous travaillez, parce que vous faites finalement maison mobile, on va dire comme ça, et que vous avez fait également téléphone fermé. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à obtenir le sésame, j'allais dire le visa pour le Canada, pour vous échapper des griffes de ce système qui avait fini par vous traumatiser? Comment je fais pour avoir le visa? Oui, comment vous faites pour obtenir donc ce visa, puisque on peut quand même au Canada sans visa. Comment est-ce que Jean-Marc Sobob arrive finalement à partir du Cameroun? Bon, ben ça c'est une bonne question. En fait, ce qui se passait, c'est que j'avais un visa canadien qui était en fin de cycle. Ça, il faut que je vous le dise. Donc, j'avais un visa canadien. Il m'est arrivé d'avoir un certain nombre de visas et je n'ai pas fait le voyage. Donc, j'avais un visa. J'ai eu un visa, par exemple, pour la Corée du Nord. Et puis, je n'avais pas fait le voyage. Donc, ce coup-là, j'avais un visa et il restait une semaine. Donc, j'avais un visa et puis je me suis dit, moi, je ne vais pas au Canada. Bon, maintenant, sur ce coup, je me suis dit, mais je vais aller au Canada, je n'ai même pas l'argent. Non, je n'ai même pas l'argent pour aller au Canada. Donc, c'est un peu comme dans un coup de chance. Quelqu'un, si je donne son nom, maintenant, ça va créer une polémique, une longue polémique qui va durer 1 an. Donc, bon, sur un coup de chance comme ça, quelqu'un qui m'est très proche m'a dit, OK, moi, je suis capable d'emprunter de l'argent. En tout cas, d'emprunter de l'argent chez quelqu'un, et puis toi, tu vas aller avec ça, et tu n'as pas tu n'as pas d'argent. C'est-à-dire, je suis arrivé au Canada, je n'avais pas un copec. J'avais pas en poche comme, j'avais pas plus de l'équivalent de 100 000 francs. J'avais rien en poche. Et là aussi au Canada, d'autres nouvelles misères vont s'abattre sur vous. Oui, vous êtes incapable de trouver où loger, où dormir. Voilà, donc c'est la porte ouverte à toute la galère. C'est-à-dire que les gars, quand tu arrives au Canada, les gens qui partent au Canada sont tellement bien organisés que toute personne qui arrive au Canada, il a fait 2 ans de procédure, il est financièrement préparé. Donc, quand tu arrives au Canada, le type se dit tu es intéressant financièrement. Donc, du coup, il va t'accueillir pour ça. Il va se dire, oh, mais lui, là, il a encore le CFA. Sauf que vous n'avez rien. Donc, du coup, tout le monde est gentil, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est intéressant. Mais dans mon cas, moi, j'avais pas d'argent. Et donc, du coup, je n'étais pas intéressant pour plein de gens. Et vous imaginez le reste, je suis passé par toutes sortes de misère. Parce que moi, je n'ai pas préparé mon voyage, vous comprenez. Vous avez juste envie de quitter ce j'avais aucune économie, vous vous sentez harcelé par la police, si j'ai bien compris. Oui, je n'avais pas un copec. Donc voilà, c'est comme ça, dans ces conditions que... Mais ça n'a pas quand même empêché, évidemment, de faire en sorte que quand je suis arrivé, les médias ont quand même titré que Sobot est parti au Canada et c'est le gouvernement qui l'a envoyé là pour aller espionner les gens. Et puis ça fait là une des journaux. On vous accuse d'avoir traîné avec vous des commissaires de police. Des commissaires de police. C'est un groupe de gars que j'avais rencontré par hasard à l'aéroport de Bruxelles. Des 6 qui étaient étudiants à l'ISMP, l'Institut supérieur de management public de Yaoundé, qui a une coopération avec l'ENA de Québec, École nationale de l'administration du Québec, et qui, chaque année, je pense, envoie des étudiants qui sont à l'ISMP à Québec pour aller faire un stage. Et ces gars, c'était des gars qui venaient de la DGSN, parce que l'ISMP forme des cadres de diverses administrations. Ces gars, ils venaient de l'ISMP, c'est des commissaires de police, en l'occurrence. Ils partaient Donc, je les ai rencontrés par hasard. Et c'est eux qui m'ont reconnu. Je ne connaissais pas un seul d'entre eux. Ils m'ont reconnu à l'aéroport de Bruxelles. Et puis, moi, j'ai averti. Je dis, oh, mais c'est pas possible. Un des commissaires. Et puis, moi, j'ai un type comme ça qui en cavale, entre guillemets, et qui rencontre des commissaires qui le reconnaissent et qui viennent. Donc, moi, je fais comme
j'avertis les gars, mais attends, ces gars-là, mais c'était le temps de savoir exactement où il allait. Donc, on a dit dans la presse camerounaise que Jean-Marc Sabot a été envoyé au Canada à la tête d'une délégation de commissaires de police pour aller tuer les Camerounais. Donc, un journaliste qui n'a jamais été fonctionnaire, qui n'a jamais été policier, qui n'a rien, lui, il dirige donc des cadres, des hauts cadres de la police. Et de... Ça peut venir d'où? Puisque ce sont quand même vos confrères qui titrent ça et qui vous connaissent. Ça venait d'où ce genre de délation déjà qui Mais la particularité des journalistes camerounais, c'est ça. C'est que il n'y a pas la culture de l'investigation, il n'y a pas la culture du recoupement. La presse camerounaise est à l'image de la société camerounaise en général. C'est-à-dire que ces gars n'ont pas la culture, comme je l'ai dit, de l'information exacte. Ils n'ont pas cette culture de, n'est-ce pas, comme on dit, de la qualité de l'information, la véracité de l'information. C'est pourtant les b.a.-ba du journalisme. Oui, c'est les b.a.-ba du journalisme, mais je te dis, le Cameroun a la particularité que c'est l'un des rares pays au monde dont les journalistes n'ont aucune règle, en tout cas la majorité, toute proportion gardée, n'a aucune règle de déontologie. Ce qu'on appelle la déontologie. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Quand on dit déontologie, je dis bien, j'insiste là-dessus, ils ne savent pas ce que ça veut dire la déontologie. Vous savez, quand vous vous baladez dans des rédactions américaines, des rédactions au Canada, dans beaucoup de rédactions, il y a ce qu'on appelle la charte de la rédaction. Il y a ce qu'on appelle la charte de Munich, qui est la mère de... Donc ça, c'est la particularité des médias camerounais. Ils ont un certain nombre de valeurs. Ils ont un certain nombre les journalistes ont un certain nombre de valeurs au Cameroun. L'une des principales valeurs, c'est quelque chose qui était dans le parti unique. C'est-à-dire, on faisait le journalisme du développement, entre guillemets. On dit, le journalisme du développement se résumait à n'est-ce pas, la ligne éditoriale, c'est être d'accord avec le gouvernement. Bon, maintenant, de l'autre côté, c'est critiquer pour que le gouvernement fasse mieux son travail, entre guillemets. C'est-à-dire, aider le gouvernement à... Donc, mais il ne faut pas taper sur le gouvernement parce que là, c'est dangereux. Là, tu es contre le développement. Ça, c'est une mentalité du parti unique qui a perduré. Je ne sais pas très bien, mais j'ai l'impression qu'on ne met pas l'accent dans les écoles de journalisme, dans les médias. On ne met pas l'accent sur la déontologie. Parce que les gars, l'une des raisons, c'est que les médias servent la cause, les médias, c'est pour chercher l'argent. Les médias servent la cause des individus. Donc, du coup, le type qui vient qui débarque et dit, écoutez, moi là, j'ai ma clause de conscience. Moi, je peux pas faire tel genre de choses. Donc, lui là, quelqu'un, tu te mets en porte-à-faux avec le propriétaire du journal qui te dit, mais moi, je suis en train de... I'm running my business. C'est mon business à moi. I'm running my business. Tu veux aller contre mon business? Moi, tu es mon employé. Donc, il y a ça. Mais il y a surtout que l'absence des textes qui comptent la charte de Munich et compagnie, l'absence des textes qui rappellent aux journalistes un certain nombre de choses. Dans toutes les rédactions, ça n'existe pas. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est une accusation assez grave aussi que vous faites sur vos confrères. Oui, moi, je l'ai toujours dit. Et quand j'étais président du syndicat, on s'était entendu avec un certain nombre j'avais réussi à convaincre un certain nombre de responsables des organes de presse, mais on n'a pas fait le projet finalement, qui étaient d'accord qu'on mette dans toutes les rédactions une charte de la rédaction, charte de Munich en l'occurrence, ou bien la charte de la Fédération internationale des journalistes. Tous ces gens ont une charte. Il y a même une charte camerounaise qui a été faite sous le ministre Concho Komeni. Il y a une charte qui existe au Cameroun, mais personne n'est jamais allé chercher ça. Ça existe. Bon, on n'en a rien à foutre d'une charte qui est faite par un gouvernement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une solution qui a été finalement trouvée par le gouvernement du Cameroun avec la mise sur pied
donc de l'organe Conseil national de la communication, dont les missions sont celles de réguler un peu les organes de presse privée, la presse écrite et la presse audiovisuelle au Cameroun. Mais ça, c'est une solution, et je te l'ai toujours dit, le Conseil national de la communication, c'est un organe de régulation. D'accord. Et les instances internationales, les organisations internationales sont pour l'autorégulation. L'autorégulation. Et une instance de régulation, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le gouvernement dit, OK, moi, je veille sur votre ligne éditoriale. Et ça, c'est unique, ça. C'est une ineptie. Dans la mesure où l'un des points de la charte des Bénis dit que le journaliste doit être indépendant, doit garder son indépendance à l'égard y compris du gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à partir du moment où le gouvernement commence à faire la régulation, ça produit ce qu'on est en train de voir au Cameroun. C'est-à-dire des médias qui sont là pour être d'accord avec le gouvernement. Point. Si tu n'es pas d'accord avec ça, donc du coup, ça produit des journalistes qui ne sont pas indépendants, ils ne sont pas libres. Ils ne peuvent pas vraiment critiquer le gouvernement de cette manière qu'on voit par exemple avec le Donald Trump ou bien c'est ce qu'on voit avec les médias canadiens ou même en France. Ils ne peuvent pas le faire. En France encore moins. Donc, ça peut pas fonctionner. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir des vrais médias tant qu'il y a un truc qui s'appelle Conseil national de la communication qui a été créé par décret présidentiel et dont les membres sont nommés par le président de la République. Mais en France, on a un peu l'équivalent. On a le CSA ici qui régule également les médias. Est-ce que vous ne pensez pas? Parce que tout à l'heure, vous faisiez une critique assez sévère, qui d'ailleurs est recevable, sur le traitement de l'information par les journalistes camerounais. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas, quand on voit que le CNC camerounais, le Conseil national de la communication camerounaise, est, il y a encore quelques mois ou quelques années, arrivé à sanctionner et même parfois à sévir sur certains organes de presse qui ont été d'ailleurs fermés pour certains et des journalistes parfois sévèrement sanctionnés avec des amendes. Est-ce que ce n'était pas une réponse à cette situation? Moi, je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question, mais quand un organe de presse qui est comme, un organe de régulation, j'ai bien dit, oui, il y a une différence entre autorégulation et régulation. Quand un organe de régulation a des moyens militaires, c'est-à-dire qu'un organe de régulation comme ça mobilise des huissiers, mobilise la justice et la gendarmerie, alors que la régulation, c'est quelque chose qui est moral, c'est quelque chose qui est intellectuel. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que la régulation donne un avis sur la manière dont ça s'est fait. Et maintenant, c'est au tribunal de juger, n'est-ce pas, de la gravité du délit de presse dans un contexte qui n'est pas pénal. On n'envoie pas les gens en prison. Est-ce qu'on envoie les gens en prison en France pour les médias? Très rarement. Voilà. Donc on n'envoie pas dans un contexte. Donc c'est un avis intellectuel, c'est un avis, c'est une expertise. Le gouvernement camerounais a créé une jurisprudence en la matière. Un organe de régulation qui est capable de fermer les médias. Écoutez, et puis ça a donné tout ce qu'on a vu comme dérive. 20 journaux, qui n'étaient pas pour beaucoup, ce n'étaient pas des vrais journaux, mais ça on peut le dire, mais ça c'est un débat à part. Et ça doit se discuter uniquement entre confrères. Et je vous invite à lire la charte de Munich. On dit, le journaliste n'a de juge, ne peut être jugé que par des confrères. Non, le journaliste ne peut pas être jugé par un organe qui est créé par le président de la République. Parce que le président de la République, lui aussi, c'est quelqu'un qui doit être critiqué. Et c'est comme ça qu'on fait fonctionner un état de droit. Sinon, ça va être le droit de l'État. C'est Paul Biya qui est au-dessus de tout soupçon, qui décide de tout, y compris de la ligne éditoriale des journaux. Et je dis, ça ne devrait pas se faire. Même si on a l'impression, ah oui, vraiment, Afrique Média a fait déjà n'importe quoi, hein, vraiment, non, je dis, ça ne doit pas se faire. Les médias, les journalistes doivent s'organiser
Et c'est comme chez les avocats ou chez les médecins. Ce n'est pas quand il y a un problème de quelqu'un qui a fait une erreur de diagnostic ou bien un problème de quelqu'un chez les avocats, on ne part pas chercher le ministre de la Défense pour régler cette affaire. Ça se règle dans l'ordre des avocats, ça se règle dans l'ordre des médecins. Point. Et ça fonctionne de cette manière dans tous les pays démocratiques. Ça, on a bien compris, mais est-ce que vous convenez quand même avec moi que le CNC est constitué pour la plupart de ses membres des journalistes. Le vice-président d'ailleurs, Peter Souka, est journaliste. Donc on ne pourrait pas d'emblée penser que ceux qui sont en charge de la régulation des médias audiovisuels et de la presse écrite au Cameroun ne sont pas des journalistes. Oui, mais écoutez, ces gens-là, c'est de l'escroquerie. On fait un truc et puis, ça a été créé par décret. Et puis, on va chercher quelques petites personnes comme Peter Souka, qui est, comme par hasard, c'est lui qui traduit les discours du chef de l'État en anglais, et qui est le président de ce machin. Écoutez, il est là pour faire le travail du gouvernement. Il n'est pas là pour une amélioration qualitative de la presse. Non, il est là pour faire le travail du gouvernement. Parce que cette presse-là a beaucoup de problèmes, mais lui il est là pour régler les problèmes des gens qui sont au gouvernement et qui sont fâchés. Et si un ministre est fâché après un gouvernement, on ferme. Si tel est fâché, il vient donner 20 000 à des gars qui travaillent là-bas, on te ferme, ainsi de suite. On a quand même vu un bras de fer entre lui et le ministre de la Communication. Ça suppose quand même que il y a parfois des divergences de point de vue ou de positionnement entre Peter Souka, le vice-président du Conseil national de la communication, et sa hiérarchie, qui est M. Chioma. On peut donc pas. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, c'est un organe qui revendique son indépendance? D'ailleurs, ils ont adressé une plainte de non-recevoir à une instruction de leur hiérarchie, M. Chioma, dans le cadre de l'affaire contre Afrique Média. C'est juste pour comprendre. Oui, mais écoutez, il ne faut pas que les conflits entre les membres du gouvernement, qui sont des conflits d'opportunisme, c'est des conflits de personnes, c'est des conflits c'est moi qui mérite ta place, et ainsi de suite. Il ne faut pas que ça trompe les gens. Et donc, tu ne vas pas venir, on ne va pas me dire que voilà, parce que le commandant du régiment du quartier général n'est pas d'accord avec le directeur de la sécurité présidentielle, qui n'est pas d'accord avec le commandant de la garde présidentielle, qui n'est pas d'accord avec le machin. Donc, c'est sûr que ça, non. Faut pas qu'on se trompe sur ça. Je dis, cet organisme ne peut pas améliorer la presse parce que c'est clair que la charte de Munich, qui est la plus grande charte, la charte la plus acceptée, est claire là-dessus. Et c'est même une évidence, c'est que c'est les journalistes qui doivent s'organiser eux-mêmes, pas sous un décret, qui doivent s'organiser eux-mêmes de manière totalement indépendante pour faire ce genre de choses, pour dire, OK, toi, vraiment, tu as fait une faute. Et non, c'est pas sur un décret là. Ce n'est que comme ça que vous allez avoir une presse qui est indépendante. Et moi, j'ai l'impression que la presse aujourd'hui au Cameroun, effectivement, avec tout le travail, le mauvais travail que le Conseil national de communication, qui est un organe de régulation, régulation, ça veut dire quelque chose qui, c'est sur votre tête là, c'est une épée de Damoclès là. Donc, je dis que avec ça, on n'a pas avancé. Ça vous a créé des médias comme les Vision 4. Vision 4 qui devrait être un média... c'est un média qui est extrêmement dangereux pour la démocratie. Donc ça vous a créé des machins comme ça. Là. Et nous disons que ça ne doit pas exister, quoi. C'est-à-dire que les gars doivent être assez puissants pour récupérer le contrôle de la presse, pour faire de l'autorégulation. Est-ce que vous avez une idée de la solution qui aurait pu être assez indiquée à la place du CNC? Le syndicat national des journalistes camerounais, par exemple, aurait pu aider à résoudre, à répondre à ces besoins? Non, vous savez, si vous voulez réguler la presse, si vous voulez autoréguler la presse, j'emprunte le néologisme, je prends ce néologisme. Si vous voulez autoréguler la presse, les gens doivent se mutualiser. Mais le syndicat national des journalistes avait lancé, à mon époque, on avait lancé quelque chose qu'on appelait un observatoire de la presse. Pour nous, c'était comme la première étape vers l'autorégulation. Observatoire, c'est ça qui a fait que
On continue, on commence à regarder les aspects, les aspects éditoriaux, les aspects qualité, les aspects respect des règles journalistiques, de tout ce que les gars faisaient. On a commencé, on s'est dit, ça va être la première étape vers l'autorégulation, parce que les gens ne savaient même pas de quoi on parlait. On dit, ça va être la première étape. Et puis on s'est dit, nous, ce qu'on va faire, c'est on va faire des chartes. On va faire des chartes. On va se contenter même de prendre la charte de la Fédération internationale journaliste, dont nous étions full members. On était membres à part entière. On a dit, on va faire ça. On va mettre ça dans les rédactions. On va faire des cadres avec vitrés. On va mettre ça dans les rédactions. Pour que le journaliste là, qui va prendre qui va faire un reportage, parce qu'on va lui donner 10 000, pour qu'il lise ça en passant, même si ça va, même si c'est contre le 10 000 qu'il va signer là-bas, mais qu'il se dise, oh, mais vraiment, ces gars-ci m'emmerdent, mais c'est là quand même. On s'est dit, on va mettre ça dans toutes les rédactions. Ça, c'était notre projet. Et on s'est dit, ça, c'est le chemin vers l'autorégulation. Et je pense que la solution, ça va être ça. Qu'est-ce qu'il en a été, finalement? C'était votre projet? A-t-il abouti? Qu'est-ce qu'il en a été après? Non, mais ça n'a pas abouti parce que, vous savez, il faut mettre quand même, il faut mettre des chartes. Les chartes sont disponibles, il n'y a pas de problème. Il faut mettre des chartes dans toutes les rédactions, là. Et puis nous, on voulait faire des cadres, comme des photos, on voulait faire des trucs très beaux. Ça demandait un investissement, c'est ça? Ça demandait un investissement particulier. Et on a remarqué que il n'y avait pas un très gros engouement. Parce que quand on parle de déontologie au Cameroun, là, les gens, les journalistes disent, ils parlent de quoi là? Peut-être qu'il a entendu ça chez les Blancs. Non, c'est que quand le journaliste, pour être indépendant, a besoin qu'on lui ait inculqué les règles déontologiques. Ça, c'est très important. Et il faut qu'il sache qu'il doit d'abord être indépendant. Et vous pensez qu'il y a encore eu d'espoir de faire prendre connaissance de ces notions-là aux confrères au Cameroun? Il y a une lueur d'espoir? Oui, mais il y a une lueur d'espoir parce qu'aujourd'hui... On fait comment? Aujourd'hui, les gens sont plus ouverts. Aujourd'hui, je pense que quand je parle, ce n'est plus comme quand je parlais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on a créé le syndicat en 2002, en mai 2002, mai 2012. 16 ans. Donc, il y a 16 ans. Donc, c'est plus la même affaire. Parce que quand il y a 15 ans, on en parlait, les gens nous regardaient comme des extraterrestres. Mais ils parlent de quoi? Non, ils ont pris un truc là. Non, c'est très important. C'est très important que le gars, dans l'enseignement de techniques journalistiques, que la déontologie joue un rôle hyper important. C'est-à-dire que le fonctionnaire, exemple, le fonctionnaire qui prend l'argent à tout le monde pour rendre un service qui est gratuit. Donc il faut que, en prenant l'argent aux gens, en escroquant les gens, qu'ils sachent quand même que là, je respecte pas mes règles professionnelles, quoi. Et ça doit être pareil pour les journalistes, qui se disent, non, moi je vais pas couvrir ton événement parce que on m'a dit que toi tu donnes seulement 10 000, alors que l'autre donne 30 000. Et là-bas on mange avant de partir. Donc, il faut que le gars, quand il part comme ça, qu'il ait un problème dans la conscience. Qu'il se dise que, mais vraiment, ça, c'est pas mon travail. Est-ce que vous ne posez pas là, finalement, un problème réel du modèle économique qui régit la presse privée et la presse audiovisuelle au Cameroun? Ouais. Quand vous posez ces problèmes, donc, on va dire, de désintéressement, oui. Et même de l'aisance matérielle et financière du journaliste. Oui. Est-ce qu'on n'est pas là vraiment dans un véritable questionnement sur le modèle économique qui sous-tend le fonctionnement des médias, de la presse privée au Cameroun? Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'elle est financée? Comment est-ce qu'elle arrive elle-même à payer toutes ces ressources qui travaillent pour elle? Puisque finalement, vous dites vous-même que les journalistes sont toujours un peu en train plutôt d'être à l'écoute du plus disant. Oui, mais c'est le problème de modèle économique est très pertinent. C'est-à-dire que ça fait partie du problème. C'est l'un des aspects du problème. Le modèle économique, mais c'est également et surtout la politique qui accompagne ça, la politique du gouvernement. À partir du moment où le gouvernement ne veut pas avoir
une presse indépendante, ben, elle met les moyens en œuvre, c'est-à-dire qu'elle commence à faire de la régulation, là où on a, et puis elle vous promet l'aide publique à la presse, et puis c'est seulement 1 milliard, et puis une grande partie s'en va dans des agences de publicité, et puis chacun se retrouve à la fin avec, on dit, l'aide publique pour l'année, c'était 100 000 francs, je ne sais pas à quoi ça va servir. Donc, c'est la volonté politique qui fait que ça existe. Mais vous ne pouvez pas attendre que votre secteur change et en attendant que c'est la volonté politique qui vienne changer. C'est-à-dire c'est à vous de vous mobiliser, c'est aux médias de se mobiliser et de se mobiliser pour amener le gouvernement, mettre le gouvernement dans un vrai rapport de force, faire mettre en œuvre un tel rapport de force que vous amenez le gouvernement à vous suivre et à changer les choses. Oui, je dis c'est une question de volonté politique et c'est une question également de modèle économique, c'est-à-dire le gars qui crée la presse et qui crée son journal, il doit se mettre dans une perspective de créer une vraie entreprise. Bon. Ça, c'est à l'heure des chats, c'est que si tu dis que je crée une entreprise dans ce pays, ben, dans tous les pays du monde, la publicité est organisée de telle sorte que, parce que la presse est considérée comme service public, c'est pas parce qu'on appelle presse privée. Dans un pays comme le Canada, la presse, c'est de service public. Tous les médias canadiens reçoivent beaucoup d'argent du gouvernement, sans être des médias publics comme comme la CRTV et Cameroun Tribune. Ils reçoivent beaucoup d'argent du gouvernement et ne font aucun cadeau à aucun gouvernement fédéral ni provincial. Ils ne font pas de cadeau, on ne dit pas non, nous on reçoit là. Parce que cet argent, dans leur signification là-bas, cet argent, ça n'appartient pas à M. Trudeau, ni à M. Couillard, ou le nouveau Premier ministre qui s'appelle François Legault. Ça ne vous appartient pas. Et ça ne passe dans la tête de personne que c'est ton argent. On sait que tu es là et tu vas passer. Et l'argent qui nous vient du gouvernement, ce n'est pas ton argent, on s'en fout de toi, tu comprends? Tu es là, tu fais ton travail, nous on fait notre boulot, et nous, on a le même travail. Et ça ne fonctionne pas au Cameroun parce que dans la tête des gens, dans le mindset des gens, c'est pas comme ça. On se dit, ah mais c'est... Ben, ça, tout là, c'est eux. C'est le gouvernement qui donne tout, c'est le gouvernement qui est capable de nous créer des problèmes, et puis c'est le gouvernement qui vient avec une petite aide publique à la presse pour se moquer des gens. Mais c'est le gouvernement qui a le Conseil national de la communication qui vient avec les gros bras, avec des huissiers et des policiers pour vous fermer, vous comprenez? Donc c'est pas possible que vous ayez des gars indépendants. C'est pas possible que vous ayez des gars qui bossent leur dossier et qui vous produisent des trucs de qualité, de qualité. Ils font des belles phrases et tout un tas de trucs, mais une vraie critique ne peut pas sortir d'un tel contexte. Alors, vous qui avez donc été pendant longtemps dans la presse écrite camerounaise, on peut constater aisément au travers des informations qui sont disponibles qu'on a près de 700 organes de presse écrite. Oui. Et pour environ 300 partis politiques. Oui. Un ratio quand même assez énigmatique. Quelle est finalement la fonction de la fonction politique et sociale de la presse écrite, puisque visiblement, elle se vendra difficilement. En d'autres termes, oui. Comment vous financiez, vous, la nouvelle expression par exemple, quand on voit ce ratio, où en plus, il faut questionner déjà l'audience, questionner également le lectorat et même questionner également le pouvoir d'achat du Camerounais. Étant donné que la presse, il me semble que même à votre époque, devrait déjà coûter environ 350 ou 250, 300 francs. C'est-à-dire plus du quart, si on considère le SMIC camerounais à 35 000 francs CFA, plus du quart de la paye journalière d'un Camerounais. Comment on fait pour financer un quotidien comme la nouvelle expression? Comment on fait pour subvenir aux charges d'un tel quotidien avec une telle situation?